Bonjour à tous nos membres fans. Bonjour à toutes nos membres fans. que nous retrouvons aujourd'hui pour un test qui va se dérouler sur deux sites à la fois, à savoir le golf Paris-Longchamp où nous nous trouvons, mon cher Quentin, et le centre national de fitting de la marque Titleist, donc qui se situe à Chantilly, à Vineuil-Saint-Firmin, pour le test aujourd'hui d'un des nouveaux drivers de la gamme GT, à savoir le GT2. Un driver superbe par son look, n'est-ce pas, qui donc appartient à une gamme qui se décline en 4 numéros, 1, 2, 3, 4, aujourd'hui c'est le 2 que nous testons immédiatement pour vous dire tout de suite ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, mon cher Quentin, ça y est, c'est fait. Le test est bouclé. Voilà, en deux étapes, comme tu as dit. Donc, nous allons maintenant voir les caractéristiques architecturales de ce driver GT2. Alors, GT, ça signifie technologie générationnelle. Du Joule, et bah ouais. Et on va en parler par la suite parce qu'il y a des raisons à ça. C'est un club qu'on a testé en 10 degrés, voilà, mais qui existe en plusieurs lofts. Voilà, en 8, 9, 10 et 11 degrés, et pour droitier gaucher. Bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Avec un volume de tête de club de 460 cm3. Le maximum autorisé. Le maximum autorisé. Et nous l'avons testé avec un Tensei Blue. Le dernier modèle de Tensei Blue. Voilà. Je tiens à le préciser parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées sur ce manche. D'un point de vue architectural, donc, il y a du lourd. Nous avons, c'est un point très important, hein, nous avons une couronne thermoformée sans soudure qui vient recouvrir donc tout le sommet de la face de club, de la tête de club, mais également qui l'enveloppe jusqu'à la semelle pratiquement par endroits. C'est une technologie un petit peu particulière. Cette couronne est ultra légère, bien sûr, grâce à un nouveau polymère matriciel exclusif qui conserve le son du club, le toucher, et qui rigidifie également, qui participe en tout cas à la rigidification du châssis, hein, ce qui est important. Toute la structure. Voilà, ce qui est important notamment concernant la vitesse de la balle, hein, qui plus le châssis est dur, plus elle va être importante. Alors, il y a une petite précision à donner, c'est-à-dire que le matériau qui a été créé par Titleist pour réaliser cette couronne n'est pas issu, comme c'est souvent le cas, de notamment l'aéronautique et adapté au golf. C'est l'inverse, c'est un brevet qui a été déposé par Titleist sur un nouveau matériau de façon à ce que éventuellement ces utilisations aillent vers l'aéronautique. Donc c'est un brevet entre guillemets maison, voilà. Hein, et c'est donc un produit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ensuite, nous avons une construction en masse fractionnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux masses, en fait. Voilà, en gros, il y a deux masses, une à l'arrière, une à l'avant. Qui sont positionnées dans le club. Hein, et qui sont positionnées savamment pour les différents drivers, puisqu'il y a le GT2, 3 et 4. Ouais. Et donc là, la masse à l'arrière, c'est pour la tolérance, et la masse à l'avant, c'est pour les effets. Voilà, donc en fait, celle à l'arrière augmente le spin, j'imagine, hein, et celle à l'avant le diminue. Mais dans une certaine proportion, hein, de façon à ce que le public club visé soit bien touché. Exactement. Ensuite, nous avons une phase de club Speedring VFT. Alors, il y a encore là aussi une innovation, un petit peu de particularité. Titleist a fait très très fort, hein, sur ces séries GT au niveau de la recherche, puisque nous avons un anneau en titane qui encadre la zone de frappe à l'arrière de la face du club. Et qui est donc là de façon à, je dirais, à augmenter la vitesse possible, hein, la vitesse de la balle. Mais cela est en plus couplé à une phase de club à épaisseur variable, qui là va davantage concerner la tolérance, notamment sur les coups décentrés. Hein, exactement. C'est un travail important qui a été fait par Titleist sur cette nouvelle génération de drivers GT, il faut le savoir, et aucun des modèles n'échappe à la règle. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont tous vraiment passés à la moulinette et ils ont été revisités complètement pour arriver à un ensemble qui s'appelle justement la technologie générationnelle de Titleist,
C'est-à-dire vraiment une maîtrise, on le verra plus tard, de bien des paramètres de façon à donner une grande cohérence en fait à ces drivers. Oui. Enfin, au niveau des qualités évoquées par le constructeur, on a bien sûr une aérodynamique qui a été améliorée. Ils améliorent tous les ans, tout le monde. Exactement. Et il faut noter que le poids qui se situe à l'arrière est interchangeable, c'est-à-dire en tout cas il est modifiable, mais il faut que ce soit fait lors de la séance de fitting que vous ne manquerez pas d'effectuer dans le centre de fitting de Titleist pour en amont bien sûr de l'achat donc de ce driver. Voilà d'une façon architecturale ce qu'on peut dire sur le club. Oui. Une fois de plus, j'insiste sur le fait, puisqu'on a été chez Titleist pour tester ce club en dehors des essais libres qu'on a réalisés, il y a vraiment un travail, je dirais... de fond. De fond, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment un travail de fond. Ils ont pris quelques bases là. Hein, et puis je trouve qu'ils ont marqué des points parce que ils ne se sont pas contentés d'essayer de faire une collection de drivers avec les GT2, 3 et 4, qui soit l'un très fort en tolérance, mais peut-être très faible en puissance, l'autre très fort en puissance, peut-être beaucoup plus faible en tolérance. Non, il y a une harmonie qu'on retrouve dans tous les paramètres, qui donne un sérieux à cette gamme GT, qui fait que là vraiment on touche l'aspect professionnel vraiment de la fabrication des clubs chez Titleist. Hein. C'est un travail remarquable qui a été accompli. Qui n'est peut-être pas aussi visible que ça quand on regarde la cale, parce qu'elle l'extérieur, elle est très sobre hein, d'un point de vue voilà, très classique. Très classique, mais alors vraiment sous le capot, je dirais que ça a été vraiment travaillé. Oui, toutes les vis ont été serrées exactement comme il fallait qu'elles le soient, pour que les produits soient une fois de plus très cohérents sur les divers facteurs qui rendent un produit cohérent. Voilà pour la partie architecturale, donc, et on va donc entamer bien sûr notre verdict à proprement parler par la qualité des matériaux et l'innovation. Voilà. Là-dessus, je sais pas quoi dire parce qu'il m'a un peu séché. Non, c'est magnifique. Là, le club est parfait. De l'extérieur, il paraît parfait, et de l'intérieur, ça se sent. Ouais. Il y a vraiment un moteur sous le capot là. Ouais, donc tout a été bien étudié. C'est nickel chrome. C'est vraiment là du grand Titleist, d'une grande marque. Digne de toutes les grandes marques. Vraiment. Donc là-dessus, en plus avec les innovations qui sont dedans. Il y en a beaucoup là des innovations. Et surtout c'est pas qu'elles me plaisent bien, elles sont, comme tu l'as dit, cohérentes. Elles sont donc totalement là-dessus, cohérentes et plaisantes. Ouais. Donc forcément, là. Forcément, surtout que là, vraiment, le marketing n'est pas axé sur des plus de puissance, plus de tolérance. Pas du tout. Là, je trouve que le marketing est d'ailleurs assez discret. Pour ne pas mentir, hein, en fait. Ils font surtout une description du club et pas une description des trajectoires. Donc c'est essayez-le, vous verrez. Oui, c'est très clair. Donc évidemment, sur qualité des matériaux et innovation, sur les deux points que le driver GT2 pouvait prendre, aucun doute. Il les a pris. Il les a pris. Qualité statique à présent. Comment est-ce qu'il repose ce club, Quentin ? Ça aurait été dommage qu'il repose mal celui-là. Oui, là on n'aurait pas compris. Là surtout venant de toutes les marques, ils ont tellement, même les petites comme les grandes, ils ont tellement de data qu'il faut qu'ils reposent bien. Et là, il repose parfaitement, placement de la balle sur le pied avant. Ouais. Donc, et au bon endroit dans le pied avant, quoi. Voilà, au bon endroit, au niveau du talon. Voilà, talon posé parfait, on monte, on descend le club. Ça bouge pas. Ça bouge pas d'un millimètre. La phase de club est parfaitement square. Voilà, j'ai aucun scrupule, aucun reproche plutôt à lui. Ouais. à lui faire. À lui trouver. Non, je crois que là c'est inutile de perdre du temps là-dessus. Voilà. Les qualités statiques du club sont parfaites, donc forcément sur 2 points, il prend les 2 points. Stock option maintenant, donc tout ce qu'on peut avoir sans surcoût en matière de shaft et de grip. Alors j'ai dû fouiller un petit peu parce que sur leur site à eux, ils en proposent 3 ou 4 des shafts et puis un grip. Ouais, donc j'ai dit non, c'est pas possible. C'est misérable pour Titleist. Ça me plaisait pas trop. Donc je suis allé chercher et j'ai trouvé. Il y a minimum 20 shafts, parce que j'ai pas cherché pendant 3 jours non plus. Il y a minimum 20 shafts, je pense que c'est 27 le bon chiffre à peu près. Ouais. Et il y a minimum 8 grips sans surcoût. Par contre, ils ont encore des shafts premium. En plus, alors c'est une autre offre. C'est une autre offre, mais il faut en parler parce qu'elle est importante. C'est du shaft ils offrent ils proposent en tout cas des shafts exactement de la qualité vraiment premium, mais avec un forfait de surcoût qui est de l'ordre de 200 €, je crois. Entre 200 et 600, je crois. Entre 200, selon les modèles, parce qu'il y a des shafts qui coûtent, mais qui en fait sont des tarifs inférieurs aux valeurs des shafts qui se trouvent
dans cette sélection. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout aussi, je voudrais préciser que sur les stock shafts, ce qui est proposé donc en standard, donc là on parle des modèles les plus courants, Titleist propose vraiment les dernières mises à jour de ces shafts-là, ce qui veut dire que on profite des dernières technologies, exactement, et des dernières améliorations, même sur des shafts donc considérés comme plus classiques. Ouais, standard. Donc même les shafts classiques, c'est du lourd quand même. C'est exactement ça. Donc l'offre, en tout cas en stock, est magnifique. En stock option est magnifique et elle est particulièrement intelligente, je trouve. Ouais. Absolument. Donc là, bien sûr, aucun doute. 2 sur 2. 2 sur 2. Stabilité et moment d'inertie à présent. N'oublions pas, nous sommes sur le GT2. Voilà, qui est normalement pour on le verra, mais vas-y. C'est normalement le plus facile. Voilà, si on prend exactement la numérotation habituelle, hein, on le sait, le GT1... Bientôt, c'est un club particulier qui sortira normalement en début d'année, pour être très 2025. clair. 2025, exactement. Donc là, on a en tout cas les 2, 3, 4. On sait que si on suit la numérotation habituelle, le GT2 reste un club avec une grande tolérance. Donc, on va en parler maintenant dans ce chapitre de la stabilité et du moment d'inertie. Et bah, stabilité, il l'a. Moi, tout le monde me connaît maintenant, j'adore décentrer les balles pour voir un petit peu, pour titiller le club, pour savoir ce qu'il a. Il bouge pas. C'est impressionnant. Ouais. Vraiment, absolument. Le club stabilité très stable. Incroyable. Même dans le mouvement, dans l'impact, dans tout, il a une stabilité impressionnante et que j'ai trouvé, impressionnante pour moi c'est le mot. Oui, et on ressent très bien le placement de la tête de club et de la face de club, donc ce qui est essentiel pendant la totalité du swing. Et ça, je trouve que c'est la caractéristique d'un club stable, justement, c'est ça qu'on recherche, et il le fait à merveille, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le moment d'inertie n'est toujours pas communiqué, mais il doit être très important. Tu as noté sur les coups décentrés qu'en fait, les écarts de trajectoire qui étaient raisonnables. Très raisonnables, et surtout au niveau de distance aussi. Les écarts étaient faibles. Voilà, mais c'est là où il y a justement cette technologie générationnelle, on y revient sur le GT qui marche bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que le club est tolérant que d'un coup on a des chiffres qui deviennent fantaisistes sur les autres facteurs, notamment la distance quand on parle de tolérance. Alors c'est là où technologiquement on a une canne qui est très harmonieuse, on voit vraiment tout le travail professionnel en fait qui a été fait par la marque. On est d'accord. Et ça se conclut comment ? Ça se conclut par 2 points. Forcément. Puissance et smash factor à présent. Tu disais, Quentin ? Qu'est-ce que j'en voyais loin. J'allais au fond du practice. Chose que, j'avais vent dans le dos. Un petit vent dans le dos. J'avais du vent dans le dos, mais j'avais quasiment jamais fait ça avec un drive. Donc pour moi il est puissant. Le smash factor est de 1,49. Mais surtout ce que j'adorais c'était la consistance. C'est que dès qu'on décentrait un petit peu, on voyait la balle finir quasiment tout le temps au même endroit. Donc dans l'irrégularité du toucher, on garde de la trajectoire, donc une certaine stabilité, une bonne tolérance, et une distance qui ne s'effondre pas dès qu'on descend. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il faut vraiment faire. Là, c'est plus une faute, là, c'est une erreur. Une grosse erreur, donc qui se traduit par un coup. Un coup un peu. Qui n'est pas dans les manuels, quoi. Non, pas trop. Donc, et que j'ai pas osé tester tellement il était beau celui-là, je voulais pas le Non, très bonne puissance, c'est pas du tout fantaisiste. Non. Et puis surtout, c'est la régularité des trajectoires et des distances. Pour moi, j'ai rarement vu ça dans un drive où, de temps en temps, tu descends, t'as un drive puissant, tu descentres un peu, tu perds 10 mètres. Là, non, même pas. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, on peut pas non plus, n'imaginons pas que d'un coup, avec ce driver-là, on gagne 20 mètres par rapport aux autres. Pas du tout. C'est simplement qu'il se classe encore parmi les clubs très performants où on obtient la distance que l'on mérite, en fait, que l'on souhaite. Mais comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que le club est tellement harmonieux, je dirais, dans sa fabrication et la gestion des différents paramètres, que on n'a pas d'écart important. Et je me demande, c'est pas que je me demande, parce qu'en fait j'ai quand même un élément de réponse, mais
Je pense personnellement que c'est ça la puissance. C'est pas un coup extraordinaire qui d'un coup va 20 mètres plus loin. D'abord ça n'existe pas, mais ensuite c'est pas ce qu'on recherche. La puissance, c'est d'être systématiquement capable de la mettre loin, pas ultra loin, loin, mais d'une façon régulière. Voilà. Hein, parce que là, on peut construire un jeu, là, on peut s'appuyer sur des fairways touchés en régulation avec la distance qui fait qu'on va toujours flyer le bunker qui se trouve à la distance qui généralement nous dérange un peu. Hein, là, on sait que si on passe une fois, on sait que ça va passer, même si on a des petits écarts de contact. Voilà, il ne faut pas faire le coup magnifique. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça la bonne puissance. Ah oui, moi, je trouve ça parfait. Si on mise sur le coup parfait qui fait qu'on va passer d'un mètre ou de l'obstacle, c'est pas de la gestion de parcours, ça c'est de la roulette russe en fait, tout simplement. J'aurais pas été jusqu'à la roulette russe. Je vais peut-être un peu loin, je veux dire que c'est très risqué. Voilà, c'est touchy. C'est jouer tout sur le 8. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, puissance et smash factor, rien à dire. Donc, forcément, 2 points. 2 points. Nous allons parler maintenant de backspin, puisqu'on sait que même avec le driver, et même si on la prend en remontant, il se trouve que la balle a du backspin. Et il en faut, c'est important, sinon elle ne vole pas. Sinon elle ne monte pas, exactement. Donc on est arrivé en moyenne à 2730 tours minutes en arrière. C'est ça. Ah bah on n'est pas loin du low spin, hein. Non, disons que si on a une norme de référence à 2005, on est juste au-dessus. Pour moi, ce qui donne tout... juste au-dessus. Voilà, juste au-dessus. Ce qui, pour moi, pour un club bien conçu, justement, signifie que le club est voué à la tolérance, un peu plus, qu'à la puissance, ou qu'à... je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le taux de spin, là, est parfaitement adapté, a priori, ce qu'on attend d'un modèle, donc... d'un modèle comme le GT2. Comme le GT2, c'est-à-dire un modèle qui, on le sait, traditionnellement est fait pour amener des trajectoires de balles un petit peu plus hautes. De 1700 tours, ça amène des trajectoires un peu plus hautes que la norme de 2005. Bah oui, mais... Donc, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Et pas trop pour qu'on ne se retrouve pas avec des balles au plafond. Et qui, quand elles tombent, elles sont mortes. Et qui, quand elles tombent, exactement, auront un roulement quasiment nul. Donc là, en fait, le taux de spin me paraît super cohérent. Et puis on verra ça, la trajectoire aussi. Et on en reparlera, bien sûr, cohérent, c'est magnifique. Exactement. Parce qu'il est quand même, juste pour préciser, il est difficile d'imaginer, en fait, d'augmenter les taux de spin sans aboutir à des modifications de trajectoire de balle qui deviennent ingérables, quoi. Si on fait monter le spin à 4000 tours, on a des balles qui vont avoir une trajectoire exponentielle, arriver là où elles seront mortes, 0 roulement, et avec tous les dangers que l'on peut trouver, exactement, en cas de vent, avec une balle qui est trop haute. Donc là encore, je reviens là-dessus pour la 3e fois, mais on voit toute la cohérence en fait des modèles qui ont été réalisés pour cette génération de driver GT. Voilà. Donc c'est pour ça que. Et c'est pour ça donc que. On n'avait pas le choix. Et non. Et on donc, lui a mis les 2 points. 2 points. Alors justement, parce qu'on en parlait, maintenant on va carrément en parler dans le détail, les trajectoires de balles, c'est un chapitre essentiel. Oui. Tu as des chiffres à nous donner. Comme d'habitude, les deux mêmes. Oui. L'angle de décollage qui est de 13,4 degrés pour un 10 degrés. Oui, ok. Logique. Et un apex à 26,4 mètres. Ah, alors tu vois que là... Le spin. Le spin, bien étudié. Disons que là... Pour la hauteur max, c'est parfait. Ça c'est super parce que ça veut dire qu'on a quand même un angle de décollage qui permet à la balle d'atteindre une bonne hauteur. Pour atteindre une bonne hauteur et de nous rassurer rapidement. Surtout et sur la portée. Voilà, exactement. Tout en n'étant pas aberrant, mais par contre, plafond. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc en fait, là, on voit très bien que le mariage entre le taux de spin et l'apex, donc le point haut de la trajectoire de la balle, et je dirais... parfait. Plus parfait que ça, c'est difficile, je dirais. Parce qu'on a une balle qui est suffisamment basse pour être performante, mais quand même qui décolle suffisamment tôt pour garantir une tolérance. Voilà. Donc c'est tout à fait réussi. Les trajectoires sont magnifiques. Alors parle-en, oui. C'est pas une trajectoire aberrante. Alors, il est tolérant. Mais par contre, c'est pas un anti-slice ou un anti-hook. Non, du tout. C'est un club qui va gommer légèrement les effets. Ouais. Pas énormément, mais suffisamment par rapport à sa tolérance, donc c'est très agréable. Et puis, par contre, les trajectoires qui filent comme ça, vroom, moi c'était super agréable de voir un club
avec des trajectoires comme ça, on n'en voit pas. On commence à en voir de plus en plus. Mais il y en a. On commence pour moi, voilà, mais c'est pour moi, ils sont assez pionniers sur ce coup-là. C'est bien parce que c'est vraiment dans la continuité de l'amélioration des trajectoires pour donner un sens golfique aux trajectoires de balle qu'on veut donner à notre jeu, à nous, en se disant voilà, je veux que ma balle parte comme ça, je veux qu'elle aille là-bas. C'est pas je tape dedans, je prie pour que ça passe parce que le club est difficile, ou bah c'est bon, c'est envoyé au plafond, oui, ça redescendra, et je où suis que je l'appelle dans la phase de club. Voilà, c'est là d'un seul coup, c'est pas forcément pédagogique, mais ça donne envie de jouer au golf et pas juste de taper dans la balle. Donc j'ai trouvé les trajectoires très agréables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on arrive à cette espèce de combinaison parfaite entre hauteur de balle, quantité de spin, et je pense que ça c'est vraiment lié aux deux masses en fait, arrière-avant. Et les Titleist a réussi à faire que la masse arrière garantisse une tolérance tout à fait convenable et correcte par rapport à ce que les joueurs attendent, mais l'avancée du poids qui est plus près de la phase de club, je dirais que le mariage des deux et donc le positionnement dans la verticale de l'un par rapport à l'autre, à mon avis, est parfaitement réalisé. C'est ce qui fait qu'on arrive à des trajectoires qui sont quand même très différentes de ce qu'on a obtenu il y a quelques années quand on cherchait des clubs à la tolérance maximale. Voilà. Exactement. Donc très réussi. Donc là, au niveau des trajectoires de balles, elles sont vraiment très belles. Donc je dirais que... Et il a pris forcément les deux. Forcément, il allait les prendre. Il les a pris 2 sur 2. Donc, avec plaisir. Les trajectoires de balles. Avec grand plaisir. Nous attaquons maintenant le chapitre suivant qui concerne le feedback et la sonorité. Alors, tu veux commence le par bal la sonorité, si ça te dérange. Vas-y. La sonorité, je l'ai trouvée excellente. Le son, j'adore. Il est magnifique, il est clair, il est rapide, il est pas assourdissant, il a pas de bonheur. Sauf que le petit souci, c'est que quand tu la tapes dans la phase de club, c'est toujours le même son. Toujours. Donc c'est toujours le même bruit. Très agréable. Que j'aime beaucoup, aucun souci. Mais alors, niveau pédagogique du son, rien du tout. Tu ne peux pas savoir où tu as tapé avec le son. Alors d'une certaine manière, c'est assez agréable parce qu'on se dit à chaque fois, je l'ai prise bien. Ah oui, mais ça c'est... Mais pas tout à fait, non, pas forcément. Mais il faut derrière avoir le feedback en retour pour se dire, voilà, où est-ce que je l'ai tapé. Et voilà, donc la sonorité pour moi c'est juste ça le défaut de la sonorité. Toujours le même son, quoi. Toujours le même son partout où tu l'as. Alors moi je vais être un petit peu plus, je vais aller sur un autre domaine, c'est que moi le son, je le trouve un peu trop implosif. Pas explosif, implosif. Ah, s'il commence à garder de la rétention. J'ai l'impression qu'il y a de la rétention, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'en fait, je dois probablement, quand je l'ai tapé, quand je l'ai testé, je devais générer un son que je ressentais de l'intérieur qui, à mon avis, ne correspondait pas à celui qu'on entendait de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il garde je dirais qu'il garde le compte, cette notion de contact, la sonorité, il la garde trop à l'intérieur. Donc en gros, tu as presque l'impression que le son que tu entends toi en tant que joueur, ce ne sera pas le même son que la personne extérieure. Je pense que de dehors, on peut entendre que ça claque. Moi, de dedans, j'ai l'impression de toujours avoir mis du coton dans mes oreilles, quoi. Ah oui, tu vois ce que je veux dire ? C'est à peu près la même sensation que, enfin pas sensation, le même bruit que ce que j'ai dit. Toi, c'est différent parce que c'est où que tu tapes. Ouais, tu vois, où que tu tapes, tu ressens le même son. Oui, mais moi, ce que je me dis, c'est que ce son-là, je le trouve trop... Comme si j'avais du coton dans les oreilles. Voilà, d'accord. C'est-à-dire trop dedans. Je le trouve pas assez ouvert, pas assez expressif, exactement. Moi, en fait, c'est le côté feedback en fait que j'ai trouvé moins expressif justement. C'est le son, j'ai trouvé, je vais pas revenir dessus, j'ai trouvé très bien. Moi, c'est le feedback où je me suis dit, c'est bizarre. Il y a beaucoup de technologie là-dedans, enfin beaucoup. Il y a de la technologie, clairement, nouvelle en plus, ça se voit, ça se ressent. On sent que le driver cherche à s'exprimer. Mais on ressent beaucoup moins de choses. Il y a, comme tu l'as dit, là toi pour cette conclusion, mais moi c'est pour le feedback, c'est la rétention d'informations. C'est-à-dire que je sais à peu près où je l'ai tapé, mais c'est vraiment une zone large. Entre talon et la pointe, je sais, le centre, je sais, mais alors au milieu de tout ça, c'est un petit peu fouillis.
Et cette fameuse rétention d'informations, pour moi, elle est plus dans les sensations que dans le son. Bah écoute, moi je pense que... Alors là, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que les deux sont, pour moi, très liés et très proches l'un de l'autre, en fait. Donc je trouve qu'il y a aussi cette rétention. J'aurais vraiment aimé qu'il soit un petit peu plus ouvert, en fait. Expressif. Expressif, malheureusement, je dirais, je crains qu'on ait cette même sensation sur l'ensemble de la gamme, parce que c'est, je suppose, lié aux matériaux. Je pense que ça doit être lié aux matériaux de la gamme qui sont tous les mêmes. C'est une super phase de club, hein, en termes de performance, elle le prouve. La tête de club, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais c'est ce rendu, en fait, qui est, pour moi, un petit peu en dessous. Il est un petit peu en dedans. Hein. Alors, pour des raisons... Peut-être lié à la tolérance. Hein. Peut-être. Mais en tout cas, mais pas sûr, parce que sur d'autres modèles, je l'ai ressenti aussi. Ouais. En tout cas, même si c'est pas forcément pour les mêmes raisons, on est d'accord, toi et moi, sur la note qu'on va donner concernant le feedback et la sonorité, qui est de 1,25 seulement sur les deux points possibles. Hein, c'est un grand dommage, parce que c'est un club qui avait un 0 faute jusque-là. Hein. Allez, un chapitre qui compte beaucoup, nos sensations, les nôtres. Oui. Hein alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce driver. Oui. Vraiment énormément, puisqu'il est facile à jouer. Comme je dis souvent, il est très rassurant. On sort du sac, on va sur le départ, et puis allez, tout de suite. C'est-à-dire même pas le temps de s'échauffer. C'est bon, je le prends. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il y a des golfeurs qui vont faire des tours, des tours de rein. Voilà, il faut s'échauffer. Moi, j'ai dit, merci. Ne ravive pas les mauvais souvenirs, s'il te plaît. Hein, ça te remonte à pas longtemps. Non, à 2 semaines. Voilà. Donc il faut vous échauffer. C'est très important, s'échauffer, s'étirer et tout. Donc, mais il a le côté rassurant, on se dit, bah voilà, j'ai quasiment rien à craindre avec ce driver. Mais cependant, moi, ce que j'ai pas vraiment, entre guillemets, ce que j'ai trouvé dommage, c'est, comme on l'a dit, c'est toute la rétention d'informations. On l'a pas ressenti tout à fait de la même manière, mais c'est se dire, c'est dommage, il y a un potentiel dans ce club d'expression extraordinaire, et bah, il est où? On sent dans la balle, on voit dans la balle, on se dit, le résultat est là. Mais et moi alors, je suis où là-dedans? C'est vraiment dommage, parce que c'est un club, je répète une dernière fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas photo, mais là-dessus, au niveau sensation, j'étais un peu perdu. Un peu déçu, perdu. En fait, un peu déçu. De tout ce que j'attendais, on est là, mais non, mais surtout quand on le dissèque et qu'on analyse le club point par point, comme on le fait avec tous les clubs que l'on teste. Hein. Voilà, et puis, je veux dire, là, on tombe sur une merveille de réalisation, une merveille de conception. Il y a une grande intelligence, en fait, dans ce club-là, véritablement. Les ingénieurs ont fait du super boulot. Il y a une telle cohérence entre les différents facteurs. Effet, hauteur de balle, puissance, c'est vraiment merveilleux. Ils ont aligné les planètes là-dessus. Vraiment. Hein. Et par contre, d'un coup, je me dis, ouais, ok, mais ils me parlent pas assez. Pas du tout. Pas assez c'est dommage. C'est dommage, parce que là, le club est pétri de qualité, et là, ça va lui coûter quand même cher, hein, puisque nous avons décidé au chapitre des sensations de lui attribuer 2,5 points sur les 4 possibles. L'avis de l'enseignant maintenant. L'avis de l'enseignant, c'est un club qui pour moi n'est pas pédagogique, mais qui est très rassurant. Oui. Il est vraiment, on vient de dire, pétri de qualité. Donc mais c'est un club de consolidation pour moi. Voilà, de consolidation. J'ai envie de stabiliser mon jeu. Celui-là, il est vraiment fait pour. Je vais pas progresser énormément. Et il va améliorer. Techniquement. Non, je parle techniquement. Je vais peut-être progresser un petit peu au niveau des points, mais grâce à lui. Mais je vais pas progresser techniquement mon swing. Avec ce club. C'est un driver de consolidation, ça j'en suis convaincu. Aussi. C'est un driver qui, attention, est totalement, je dirais, qui fait une grosse différence avec les générations précédentes de drivers de Titleist. Là, le GT, c'est une nouvelle race de drivers chez eux, je trouve, vraiment, et qui est vraiment, entre guillemets, le driver le plus cohérent que j'ai vu d'un point de vue technique. Sur le marché à l'heure actuelle, vraiment, c'est une grande réussite, vraiment. Effectivement, d'un point de vue, je dirais, pédagogique, c'est un club qui, et notamment, je trouve, justement, du fait de sa sonorité et du feedback, qui ne vont pas inciter à changer, en fait. À chercher, techniquement, physiquement, changer son son. Par contre, c'est un excellent driver de bonne consolidation, parce qu'en fait, il va amener les paramètres, l'ensemble des paramètres à être plus juste. Et donc, ça permettra ensuite aux golfeurs, s'ils retestent un autre modèle, de voir l'écart
écart qu'il aura sur certains points périphériques à sa recherche première. S'il recherche de la tolérance, par exemple, eh ben, il va ressentir quand même qu'un effet plus bas que ce qu'on trouve généralement en termes de driver tolérant, eh ben, ça va lui donner des trajectoires de balles qui sont plus ce qu'il recherche. Donc il va pouvoir évoluer dans ce sens-là. Mais c'est vraiment de la grosse consolidation autour d'un club et donc d'un professeur dans ce cas-là, qui sera très sérieux. On est d'accord. Mon cher Quentin, tout ça donne une note à ce driver. Oui, 17,75. 17,75 sur 20, c'est une excellente note. Très bonne note, il n'y a pas de souci. Et pour une catégorie de joueurs que nous avons située où? À 19,36, assez large. Donc c'est large. Et puis c'est fait pour. Hein. Oui, c'est fait pour, et je pense que là, c'est un driver qui peut faire très très plaisir. Hein, oui, qui peut on est 100% beaucoup de bonheur à celui qui s'emportera acquéreur. Le prix de la bête. Le prix de la bête en prix public. Sur les modèles donc hors Shaft Premium, et surtout mais hors en tout promo. Cas, et hors promo, oui. Donc, alors ça on verra aussi. Prix public à 699 €. Ok, 699. Par contre, tu parles de prix promo, mais je trouve que Titleist, généralement, arrive à échapper un peu à cette espèce de... Ouais, ils y arrivent pas mal. Hein. Non, mais ils y arrivent un peu souvent, mais... À se faire démonter les tarifs avant même la sortie des clubs. Titleist arrive quand même plus que d'autres marques à imposer une tarification qui soit respectée, en tout cas. Hein. Voilà. Mon cher Quentin, ce test du driver Titleist GT2 est dorénavant terminé. Oui. Hein, nous espérons qu'il vous aura plu, chers amis membres. Nous, on se revoit bientôt. Bah oui, sur un parcours de golf. Ou sur ravigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.